Bonjour à toutes et bienvenue sur This is Our Maternity, le rendez-vous qui décomplexe la maternité. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est, je pense, très, très important parce qu'il y a un certain nombre de femmes, 25%, si on veut être le plus exact possible, en 2020, qui révélaient avoir été victimes de violences gynécologiques et obstétricales. Et on s'est dit que c'était un sujet dont il fallait aussi s'emparer pour en parler, pour vraiment connaître aussi les tenants et aboutissants de ces violences. Comment ça se fait qu'on peut vivre des violences en 2024 encore gynécologiques et obstétricales et surtout recueillir aussi vos témoignages, que vous puissiez faire entendre votre voix parce que ça fait partie des premières conséquences aussi de ce sujet-là, c'est que les femmes osent moins en parler et que elles n'ont pas forcément accès aux soins tout de suite parce qu'elles sont un peu plus réticentes aussi. Et je pense que vraiment, il faut aussi décomplexer, déculpabiliser et autant les femmes aussi que les professionnels pour pouvoir vraiment avoir une prise en charge de qualité et se sentir la plus à l'aise possible. À mes côtés pour co-animer cette émission, donc moi déjà je suis Lucille, je suis musicothérapeute clinicienne, mais je suis accompagnée par Annie qui est coach en estime de soi au féminin et par Elodie qui est accompagnatrice périnatale. Donc, tout ensemble, on a décidé de créer This is Our Maternité pour que vous puissiez faire entendre votre voix. Donc, n'hésitez pas à le faire tout au long de l'émission, à témoigner, à partager vos conseils, vos astuces, vos réflexions tout au long de l'émission. Je vais donc laisser la main maintenant à Annie. Bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission. Comme vous avez pu le constater, le thème est quand même très important parce que quand on entend les chiffres, c'est carrément dramatique. Alors, comment se fait-il que nous en soyons encore là en 2024? Nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse, mais à mon sens, vous me direz ce que vous en pensez par la suite, à mon sens, je pense qu'on n'est absolument pas à l'écoute des patientes, malheureusement. Tout est tellement technique parce qu'on connaît le corps féminin, mais chaque corps féminin est totalement différent. Et est-ce qu'on prend réellement le temps de prendre connaissance des besoins de la patiente? C'est la question que je me pose moi et je suis convaincue que malheureusement, encore aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors vous, quel est votre ressenti? Ouais, enfin, moi, pour avoir vécu des violences gynécologiques pour ma première, en fait, je me rends compte que il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Alors, évidemment, ça n'excuse pas du tout les pratiques, mais quand j'ai accouché de ma première, j'ai été déclenchée. Donc, il faut savoir qu'un déclenchement, c'est des contractions qui s'enchaînent sans temps de pause et qui sont beaucoup plus fortes que des contractions naturelles. J'avais un projet de naissance d'un accouchement physiologique. Bon, c'était mal parti au début, mais j'ai eu beaucoup de chance au final, à la fin. Mais au début, voilà, c'était vraiment très compliqué parce qu'on était 5 en salle d'accouchement pour 2 sages-femmes. Et du coup, étant donné que moi, c'était le tout début, on mettait du temps à se mettre en route et tout, en fait, on m'a un peu laissé de côté. À un moment donné, mon conjoint, voyant que j'avais mal, il a demandé à ce que je puisse me lever et puis bouger. Et on m'a clairement interdit de bouger parce que j'étais branchée de partout. Et là, je me suis dit, non, mais quand même, quoi. Enfin, elle est où enfin, c'est où le côté humain? Enfin, je suis pas un robot. Et puis, voilà, on m'a laissé comme ça. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu un changement d'équipe. Et là, tout de suite, la sage-femme qui est venue, je pense que déjà la plupart des femmes avaient accouché, n'étaient plus en salle d'accouchement. Donc, je pense qu'il restait plus que moi, où on était peut-être deux. Et elle a pris le temps de lire mon projet de naissance. Et quand elle a vu mon projet de naissance, elle est arrivée en salle d'accouchement. Elle m'a dit, mais attendez, madame, on va vous mettre sur un ballon, en fait, là, vous avez mal. Et là, je me suis dit, oh, quand même, ça fait plaisir de voir que enfin, tout le personnel n'est pas, ils sont pas tous comme ça. Il y en a qui prennent en compte quand même les projets de chacune. Donc voilà, et c'est après coup, en discutant avec la sage-femme, elle m'a dit, oui, mais vous étiez beaucoup à accoucher aujourd'hui, vous étiez la cinquième à accoucher, et donc ça explique quand même pas mal de choses.
C'est vrai que ce qui est mis en avant aussi, c'est dans les différents facteurs, c'est aussi la capacité des hôpitaux euh, notamment au niveau Mm. des équipes qui sont de plus en plus restreintes aussi et qui génèrent du coup au niveau professionnel une fatigue, le fait que du coup on ne puisse pas s'occuper de toutes les patientes aussi au même moment et que du coup voilà il y a des fois il y a des choses qui passent à la sans forcément les excuser non plus parce que dans les violences obstétricales et gynécologiques il y a aussi voilà, des comportements qui ne sont pas forcément, qui sont délétères pour la personne, dans le sens où voilà, on peut aussi être face à. Moi, je sais que j'ai beaucoup de patients qui sont face à de la grossophobie, Mm. ce genre de choses, donc ils subissent des violences gynécologiques parce qu'elles sont en surpoids et que du coup, on ne va pas forcément prendre en considération leur douleur, notamment le cas d'une femme qui a vécu une fausse couche et à qui on a pu dire que ça n'était pas réel, que voilà, elle chipotait, qu'elle ne qu'elle faisait semblant et compagnie, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle était réellement en train de faire une fausse couche et que c'était aussi réellement douloureux pour elle, quoi. Et ça, je pense que à la fois, il faut prendre en compte le cadre social, ce qu'il se passe au niveau économique et social, au niveau des services publics en France, mais il faut aussi prendre en compte les comportements et donc les différentes discriminations qui sont liées aux violences gynécologiques et obstétricales. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi. J'en avais parlé il y a quelques temps aussi sur Instagram sur le fait qu'à un moment donné, une femme qui est en train de, donc gynéco, qui est en train de m'examiner, premier accouchement, et qui a la main à l'intérieur de moi, hein, très clairement, et qui est en train de dire, les femmes africaines ne savent pas accoucher sans savoir mon passé, mon expérience, mon vécu ou quoi que ce soit, mais en émettant l'hypothèse que de toute façon, ma couleur de peau reflète le fait que je sois africaine et donc, du coup, que je ne sais pas accoucher. Donc là, Manu Mipari, mon mari, l'a sorti de la pièce. Très clairement, l'importance aussi du coparent est indispensable à ce moment-là parce qu'on est dans une phase aussi de fragilité, hein, émotionnelle, physique et toutes sortes de choses parce que c'est pas le moment en fait d'avoir ce genre de réflexion autour de soi. On peut reparler de Michel Audin et de l'environnement sain pour la maman et donc un stress comme ça, vous imaginez bien que mon taux de cortisol, donc de l'hormone du stress, est monté bien comme il fallait. Donc après, ça enchaîne et ça entraîne des complications. Il se trouve qu'en plus, c'était pour un déclenchement. Donc je vous laisse Mm. imaginer la fin. Heureusement, je m'en suis bien dépatouillée, mais voilà. Et la deuxième fois, et pour le même accouchement, pareil, j'arrive en salle d'accouchement cette fois-là, et une autre sage-femme qui me dit que elle a fait un stage en Afrique et que les femmes africaines savent bien accoucher. Donc là, dans ces deux comportements-là, on a une discrimination, on va dire, positive et une discrimination négative, mais moi je ne pense pas qu'il y ait de positif ou de négatif, c'est aussi une appellation qui est ressortie il y a quelque temps, c'était une discrimination. Pour ensuite rencontrer à nouveau cette gynéco et en dehors du cadre de l'hôpital et qu'elle tique, mais qu'elle ne sache pas mettre un visage sur moi en fait, qu'elle ne sache pas me reconnaître et que je lui fasse part justement de ce qu'elle avait dit, qu'elle dit oui, mais vous savez, on est fatigué, ah mais je me disais bien que le petit là-bas, voilà, ça devait être votre enfant, mais elle ne se rappelait pas. Donc on voit une personne qui est peut-être à bout dans la fatigue et compagnie, mais qui peut aussi avoir des propos qui sont outrageux, qui ne sont pas respectueux de la personne et qui sont discriminants, voire racistes, tout simplement. Donc ça, c'est par exemple pour ma propre expérience. Et en sachant qu'à ce moment-là, j'étais pas encore formée en thérapie et compagnie, mais ça a nécessité quand même d'avoir un suivi plus tard et de re-questionner tout ça, ce que peut-être d'autres femmes n'ont pas la possibilité de faire ou n'osent plus faire. Parce que du coup, elles ont été face à quelqu'un dans le corps médical qui a pu dire ou tenir ses propos et qui après vont être réticentes à aller voir quelqu'un. Et donc, ça peut retarder notamment des suivis pour dépression, pour des stress post-traumatiques, parce que là, ça peut être le cas aussi de violences obstétricales. Voilà, ça enchaîne quand même beaucoup, ça entraîne beaucoup de conséquences en fait, hein, notamment sur la confiance et sur l'estime de soi. Donc voilà, en tout cas, ça c'est pour mon partage personnel. Alors, tu vois, Alors, moi, ça a été Alex. totalement l'inverse, dans le sens où, clairement,
ça a été, vous les femmes du Sahel, ben, vous savez très bien accoucher, donc ça va être rapide, quoi. Alors que non, je suis arrivée à 5 heures du matin et j'ai accouché que dans l'après-midi. Donc, elle était vraiment, la sage-femme, en mode, mais je ne comprends pas comment ça se fait. Est-ce que vous avez une maladie particulière? Tout un tas de questions qui, moi, en plus, j'étais très jeune, m'ont fait douter de moi. Je me suis dit, bah, est-ce que je ne sais pas accoucher? Est-ce que je suis une mauvaise mère parce que peut-être que j'aurais dû faire les choses autrement? Et heureusement, comme tu le disais, il faut être bien entouré parce que bah, le papa, lui, il savait pas trop quoi dire. Hein, je veux dire, il n'est pas à ma place. Donc, heureusement que j'étais très bien entourée et ma belle-mère m'a dit, bah non, c'est tout à fait normal pour un premier accouchement de ne pas accoucher tout de suite. Et puis, le fait que tu sois noire, je ne vois pas en quoi ça impacte l'accouchement. Et à ce moment-là, je me suis permise par la suite de faire la remarque à la sage-femme lorsque je l'ai recroisée. J'ai dit des choses comme ça ne se dit pas. Mhm. Bon, j'ai bien vu qu'elle était gênée, mais je pense qu'il est aussi important de faire un retour parce que malheureusement, certaines personnes ne se rendent même pas compte que ce qu'elles disent n'est pas correct et n'aide absolument pas. Je pense quand même qu'il faut cette interaction-là par la suite. Merci. Je vais laisser la parole du coup à Alexia qui a levé la main. Merci, Lucille. Alors moi, pour moi, je pense qu'il y a deux problèmes. Euh, Déjà, c'est sûr, en France, je rejoins ce qu'Élodie a dit tout à l'heure. Moi, pareil, hein, j'ai accouché en 2022. Il y avait une sage-femme, on était 5 femmes à accoucher. Voilà. Elle fait quoi? Ben, elle fait rien. Moi, j'ai accouché enfin, moi, j'étais toute seule dans ma chambre en train de gérer mon accouchement parce que je voulais un accouchement physiologique. Donc, en soi, moi, il n'y a pas eu de souci. Et en fait, quand j'ai compris que c'était le moment d'accoucher, je suis remontée à l'étage, j'ai toqué à la porte, elle était en train de dormir, mais elle était cuite, quoi. Je l'ai réveillée parce que, ben, mais bon, elle était. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une sage-femme pour 5 femmes. Donc, déjà, bon, ben là, il y a un problème, déjà de base. Elle ne peut pas bien faire son travail. Et de toute façon, je crois que c'était Anna Roy dans la maison des maternelles qui disait qu'elle-même, elle est maltraitante parce que justement, il y a pas les moyens, quoi. Et puis, plus ça va, moins ça va. On a de plus en plus de maternités qui ferment. Les gynécologues, il y en a de moins en moins. Du coup, les sages-femmes prennent aussi le rôle des gynécologues et tout. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible. Et deuxièmement, mais, clairement, les femmes se rendent pas. Moi, je sais que j'insiste beaucoup sur ça, mais sur la notion de consentement. Tu vois, elles ne se rendent pas compte que, bah, en fait, elles doivent tout accepter pour leur accouchement. Ça ne se passe pas comme ça. Pour n'importe quel acte, mais poser juste un monitoring, on doit demander le consentement. C'est obligatoire. Il y a certaines, elles ne se rendent même pas compte. Moi, j'ai des femmes encore qui m'envoient des messages en disant, j'ai découvert que j'avais une épisiotomie 2 jours après. Non, mais on est où là? On est où? Et ça, c'est là, hein, c'est en 2024, quoi. Je me dis, mais comment c'est possible? Ça reste quand même un acte médical. À aucun moment, on doit nous demander notre consentement. Et alors, du coup, d'un coup, on me dit oui, mais consentement, j'ai le droit de refuser. Mais à un moment donné, enfin, en gros, finalement, on a le droit de faire ce qu'on veut, hein, c'est notre corps, c'est notre bébé. Mais il faut pas non plus s'imposer, c'est pas ça. Mais il y a un moment donné, il faut quand même qu'on comprenne, quoi. Si on décide de nous faire une épisiotomie, ça serait bien de nous expliquer le pourquoi du comment. On n'a pas besoin, on va dire, de nous faire un schéma ou un plan détaillé, mais on a besoin de comprendre quand même. Et je pense que Mhm. c'est ça aussi, ce côté-là, tu vois, le consentement. Les femmes ne se rendent pas compte que non, on n'est pas obligé d'avoir des touchés vaginaux tous les quarts d'heure pour savoir où en est notre col. Ne vous inquiétez pas, hein, surtout si vous accouchez de manière physiologique, vous allez vite le sentir quand ça va être le bon moment. Enfin, voilà, après, il y a cette notion-là aussi. On a un peu enlevé, tu vois, on fait tellement croire aux femmes aussi qu'elles ne sont plus capables, qu'elles doivent accoucher avec l'aide d'un gynécologue, l'aide d'une sage-femme, qu'elles ne sont pas capables, tu vois, de faire seules. Donc, du coup, elles sont un peu perdues. Elles sont perdues. Et il y en a quand même aussi de plus en plus qui ont de moins en moins confiance quand même au système médical, à la maternité et tout ça. Là, je trouve qu'il y a vraiment une vague de femmes qui veulent accoucher, tu vois, à domicile, qui veulent créer leur cocon avec une sage-femme, une doula qui les suit. Tu vois, il y a vraiment, je trouve, ça monte de plus en plus parce elles ont de plus en plus de peur, quoi, et de moins en moins confiance dans nos soignants, quoi. Et ça, c'est quand même un vrai problème, quoi. Ça, je suis totalement d'accord. Et notamment depuis le premier confinement, où il y a eu une recrudescence des accouchements à domicile. Il faut savoir qu'il n'y a pas non plus assez de sages-femmes pour faire les accouchements à domicile, ou en tout cas pour le suivi des accouchements à domicile. Et ça peut porter sur des choses réellement dangereuses. Ça aussi, j'en avais parlé.
puisque du coup, bah, je suis aussi formée pour la périnatalité, mais du coup, sur le suivi psycho-émotionnel, donc principalement de la tête, mesdames, je le rappelle. Mais j'avais eu en message une femme qui était en train justement d'accoucher. Et là, le flou, il est là, quoi. C'est très, très, très dangereux. C'est-à-dire qu'elles peuvent aussi se mettre en danger par crainte de ne pas appeler une sage-femme, de ne pas appeler un gynéco. Et moi, j'ai beaucoup alerté en leur disant que de toute façon, n'importe quel professionnel de santé doit avoir un suivi, un dossier pour être sûr que voilà, qu'il n'y a pas de pathologie sous-jacente et compagnie. Mais là, on est face à des femmes qui prennent des risques, voilà, quand même gros pour leur santé, qui ont peut-être des conséquences. Cette femme peut-être n'avait aucune pathologie ou quoi que ce soit, mais moi, je suis de l'autre côté du combiné. Rien, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas gynéco. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu vois, et ça crée quand même des difficultés. Et quand tu parles du consentement, mais il y a un retour aussi sur l'infantilisation des femmes aussi, sur ce paternalisme des fois qui peut vraiment investir la mise au monde et qui fait que les femmes ne se sentent pas libres de dire oui ou non, à savoir que dans la loi, française en tout cas, et je pense aussi ailleurs, d'ailleurs c'est mis en place par l'OMS et tout ça, mais que ce soit pour la vaccination, que ce soit pour d'autres choses, on ne peut pas faire un acte médical, procéder à un acte médical sans le consentement du patient et sans lui avoir expliqué jusqu'à avoir étanché sa soif d'information. Donc, patient, patiente, ça veut dire homme ou femme ou enfant. Ils sont dans le devoir, en tout cas les professionnels de santé sont dans le devoir de donner les informations, mais donc il faut avoir cette temporalité aussi et puis ce comportement adapté pour pouvoir accompagner et puis donner les informations parce qu'il y a un serment qui a été fait à un moment donné, il me semble, d'Hippocrate, qui fait que voilà, on est censé y aller en conscience aussi. Donc ça, c'est très, très, très important. Et c'est vrai qu'Anna Roy disait qu'elle était maltraitante. Il y a des personnes qui sont tout aussi bienveillantes, qui ont envie de mettre un cadre sécurisant aussi, hein. On n'est pas là pour taper sur les gynécos et les sages-femmes. Il y a aussi des sages-femmes et des gynécos qui ont envie de bien faire leur travail, mais qui n'ont pas les conditions requises pour pouvoir le faire. Et je pense que c'est aussi bien dans cette émission de pouvoir porter aussi leur voix et d'alerter aussi là-dessus. Voilà. Élodie, je pense que tu voulais dire quelque chose. Oui, je voulais rebondir un peu sur ce qu'Alexia disait. Et pour celles qui ont vu le documentaire de Nina Nar, je sais, Lucille, que tu en parles souvent, justement, dedans, elle interroge plusieurs sages-femmes. Et elle dit toutes, on est formé à la pathologie, pas à l'accouchement physiologique. Et je pense que là est enfin, une grosse partie du problème. C'est que si les femmes, elles connaissaient la physiologie de l'accouchement, je pense que ça réduirait déjà pas mal les violences gynécologiques. Parce que déjà, elles seraient formées, elles auraient les connaissances, et un accouchement physiologique, ça leur ferait beaucoup moins peur. Donc, elles comprendraient que ben, c'est tout à fait normal, un accouchement qui peut mettre du temps, que le rythme cardiaque du bébé, c'est tout à fait normal, qu'il y ait des fluctuations. Et ça, dès qu'il y a une fluctuation du rythme cardiaque, enfin, moi, je l'ai eu pour mon deuxième, où on m'a dit, ah mais non, mais je vous laisse encore un peu de monito parce que son cœur, il a un peu du mal, j'aimerais être sûre que tout va bien. Mais en fait, c'était juste normal, j'étais sur la fin de l'accouchement, enfin, voilà. Et donc, je pense que ça joue énormément aussi sur l'accompagnement des sages-femmes. Ça, je pense que. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus, Élodie? Parce que je sais que toi, tu t'intéresses beaucoup à l'éthologie, au comportement aussi des animaux, que ça fait partie en plus de tes connaissances et compétences. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus justement de la naissance physiologique animale? Et donc, du coup, ben, nous sommes aussi des animaux, donc ça en fait partie. Est-ce que tu as pu voir aussi des ralentissements de rythme cardiaque de bébés? Je sais que tu étais auprès des chimpanzés ou des girafes et tout ça. Comment ça se passe pour les mammifères? Je pense que c'est partie des choses aussi dont on peut parler pour conscientiser aussi le côté normal, entre guillemets, de la naissance physiologique pour peut-être aussi bah, voilà, informer les femmes qui vont nous écouter par la suite. Bah, déjà, chez les animaux, la plupart des mises bas se font la nuit. Donc, en fait, il y a aucune, forcément, il y a aucune surveillance. Et en fait, on arrive un petit matin et il y a un petit bébé qui est né, quoi, qui se porte très bien, qui tète très bien, tout va bien, la mère va bien.
Elle a expulsé son placenta toute seule, sans l'aide d'ocytocine, comme on peut faire sur nous. La plupart du temps, on a une petite injection. D'ailleurs, je rebondis aussi là-dessus, Alexia. euh, Injection d'ocytocine que la plupart du temps, on n'est même pas prévenu. Mm. Étant donné qu'on a déjà un cathéter, on nous met d'office un cathéter, bah, pouf, ils en profitent pour l'expulsion du placenta pour que tout aille bien et limiter, soi-disant, les risques d'hémorragie du placenta, alors que bah, le déclenchement, ça accentue les risques. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et du coup, la plupart du temps, enfin moi, le peu de mises-bas au final que j'ai vu, qui se sont fait la journée, euh, ben, c'est là où il y avait plus de complications parce qu'il y avait le stress du manque d'intimité, de l'agitation tout autour, parce que tout le monde est en panique, il y a un animal qui est en train de mettre bas, on ne sait pas si ça se passe bien, il faut qu'on surveille toutes les demi-heures, donc on vient déranger l'animal, donc ça stresse l'animal, et au final, ben, la plupart du temps, c'est là où ça se complique, quoi. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage. Mhm. Alexia, je crois que tu voulais dire quelque chose. Ouais, bah, je rebondis sur ce que disait Elodie, mais c'est exactement ça aussi par rapport aux sages-femmes. C'est que, enfin, moi, je le dis, alors d'ailleurs, ça ne plaît pas forcément sur les réseaux, mais pour moi, en fait, les cours de préparation à l'accouchement ne sont pas du tout suffisants. Et c'est surtout qu'en fait, ils correspondent, tu vois, à une norme de notre pays qui est l'accouchement ben, sous péridurale, quoi. Hein, Mhm. dans notre pays, on aime avoir les femmes sous péridurale. Et c'est du coup, quand tu arrives et que tu veux faire autrement, c'est là aussi où il peut y avoir des violences gynécologiques parce que du coup, on ne comprend pas trop. On comprend pas trop. Une femme, elle a besoin d'être allongée. Voilà, on lui pose la péridurale. En plus, physiologiquement, gérer des contractions allongées sans bouger, c'est impossible. Enfin, ça fait un mal de chien. Enfin, vraiment, moi, là, je rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure. Pareil, je suis arrivée à la maternité, le cœur de mon fils s'est un peu emballé, les contractions commençaient et tout. Ça a été la panique générale. Ils m'ont allongée, ils me dit, vous bougez plus. Ouais, alors moi, dans ma tête, accouchement physiologique, je bouge plus. J'avais dans le but de bouger, de danser, de faire des choses, quoi. Et là, tu te rends compte que si tu restes comme ça, tu vas jamais tenir, hein, parce que c'est pas... En plus, tu penses qu'à ça. T'arrives pas Et là, et c'est là où tu te heurtes à quelque chose, parce que en face de toi, tu as un gynécologue et une sage-femme qui disent, ben, c'est comme ça. Et toi, dans ta tête, tu dis, ouais, alors, mais moi, j'ai pas prévu de le vivre de cette manière-là. Et c'est là où, ben, soit tu t'affirmes, ou soit, du coup, ben, là, il y a le coparent aussi qui peut du coup, t'aider et dire, non, mais écoutez, voilà. Soit, ben, on va dire, tu subis l'accouchement, quoi. Tu subis l'accouchement, et derrière, ça peut être la cascade. De toute façon, il y a forcément un problème dans notre pays. J'ai regardé les derniers chiffres. Donc, on est champion d'Europe en termes de péridurale. OK. Ok, ça c'est un constat, ça ok, il n'y a pas de problème. Sauf que on a de plus en plus de déclenchements. Il y a une vraie épidémie du déclenchement là, chez nous, je ne sais Mhm. pas ce qui se passe. Et en plus, pour un oui ou pour un non, hein. Moi, j'ai encore des femmes qui m'envoient des messages qui me disent, oui, on m'a dit que je dois être déclenchée. Je fais pourquoi? Ah, mais mon gynécologue, après, il y a le pont. Il y a le fameux, bah, il y a le pont de l'Ascension là. Il n'est pas là. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc maintenant, on part enfin, où on va? Enfin, on le sait très bien qu'en plus, quand on décide de déclencher un accouchement, c'est pas anodin. Derrière les suies d'air, il y a la surmédicalisation, enfin, il peut y avoir plein de problèmes, quoi. Et là, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et je pense qu'on a fait de l'accouchement aussi quelque chose, c'est un acte médical maintenant, quoi. En fait, alors Ouais, c'est que, ça. comme disait Elodie, quand on regarde les animaux faire, les mammifères faire, ils sont tranquilles. Mais moi, je l'ai vécu comme ça, mon accouchement. J'étais dans ma chambre, j'étais dans l'obscurité, j'avais que mon homme, j'avais mon ballon, j'avais ma douche, j'étais dans ma bulle. Je suis juste remontée à l'étage, hop, pour récupérer mon fils et redescendre aussi vite dans la chambre, quoi. Mais il y avait personne avec moi. Mais et ça s'est très bien passé. Et j'étais pas branchée, j'étais pas machin, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Et je pense que quand il y a des femmes, du coup, et là, on a un petit peu deux choses qui s'opposent, mais euh, il y a les femmes qui ont envie d'être actrices de leur accouchement, tu vois, et en même temps, quand on leur dit ça, elles disent oui, mais je veux pas m'opposer. Non, mais vous pouvez être actrice de votre accouchement, je vous demande pas de refuser quelque chose, etc. Faut pas être, faut bien réfléchir aux choses, mais là, il y a un truc qui va plus, quoi. On a l'impression qu'en face de nous, du coup, les personnes ne comprennent pas nos choix. Comme tu dis, le projet de naissance, pour moi, il est indispensable à faire. Mhm. Combien j'ai de parents qui me disent, mais ils n'ont même pas regardé. Ils n'ont même pas, ils s'en moquent. Et je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Non, toutes les femmes ne peuvent pas accoucher comme ça en 4 heures avec une péridurale. C'est impossible. On est toutes différentes.
Et comme on en parlait avec Elodie, nous, on aimerait bien avoir d'autres enfants. Et bien, si on en a 10 d'enfants, ça sera 10 accouchements différents. Voilà, c'est comme ça. Ça doit être la même maman, c'est un autre bébé. Enfin, la situation ne sera pas la même. Il y aura plein de facteurs qui vont changer. Et là, clairement, il y a un souci. Tu vois que les soignants, du coup, sont pas prêts à s'adapter, quoi. Et après, les sages-femmes, elles font un travail de dingue. Ça, c'est comme tu le dis, Lucie, et c'est important de le souligner. Elles font un travail hallucinant. Mais en fait, on leur donne pas les moyens, tu vois, les sages-femmes d'il y a 40 ans, en fait, elles font exactement le même métier, sauf que maintenant, l'accouchement, on va dire, a changé, quoi. On a envie d'autre chose. On le voit que les femmes, elles ont envie d'autre chose. Elles n'ont pas envie de subir leur accouchement ou de laisser faire comme ça. Et là, c'est là que ça bloque. Et je pense que c'est là aussi où ça augmente. Mais d'ailleurs, je crois que faudrait regarder les chiffres de maintenant. Mais les violences gynécologiques, c'est pas en baisse hein, quand même, hein. Donc il y a vraiment un Non, ça a souci, pu je trouve. augmenter, oui. Ouais, ouais. Ouais. Élodie? Ouais, je pense qu'il est bon de rappeler quand même que accoucher, c'est un réflexe. C'est pas, enfin, le corps, il sait faire en fait. Et moi, j'entends des femmes qui me disent que les sages-femmes sont là pour nous accoucher. Non, elles sont là pour nous accompagner, pour accueillir le bébé, vérifier que tout se passe bien, mais elles sont pas là pour nous accoucher. C'est nous qui accouchons, c'est notre corps qui a ce réflexe de faire naître le bébé. C'est le bébé aussi qui a le réflexe de faire son chemin et de sortir. C'est un travail en symbiose. Enfin, les fois où j'entends les femmes qui me disent bah moi j'ai eu besoin de la sage-femme pour accoucher, ouais, tu as eu besoin parce que tu étais déclenchée, tu étais sous péridurale, peut-être même juste la péridurale sans s'être déclenchée, mais déjà de base, il y avait une intervention médicale. Donc forcément, dans ce cas-là, tu as forcément besoin de la sage-femme. Parce que surtout sous péridurale, enfin oui, en fait, tu n'es plus maître de ton corps. Donc oui, c'est la sage-femme qui t'accouche dans ce cas-là. Je pense qu'il est bon de rappeler aussi la différence, comme tu le dis, entre un accouchement qui est médicalisé et un accouchement physiologique. D'ailleurs, j'avais une sage-femme qui disait qu'il n'y avait pas la définition de naissance physiologique, que c'est pas quelque chose qui voyait. Et en naissance physiologique, on voit justement beaucoup de sages-femmes AAD qui disent qu'elles, elles sont principalement là en tant que dans l'observation, en fait. La principale chose qu'elles font, c'est de l'observation pour être sûres de pouvoir agir si vraiment il y a une urgence. Elles sont totalement formées là-dessus pour tout ce qui est urgence obstétricale, savoir quoi faire et compagnie. Vraiment, moi, je sais par exemple que ma sage-femme avait fait une formation supplémentaire pour être vraiment sûre si besoin. Et son leitmotiv, c'était, bon, a priori, ça va bien se passer. Tous les feux sont au vert au niveau des prises de sang, au niveau de ton système cardiovasculaire et compagnie, tout va bien. Donc, a priori, ça devrait bien se passer. Il regarde aussi le taux de fer et tout ça, hein, pour que du coup, on puisse faire une naissance physiologique à la maison. Et par contre, elle m'a dit, si à un moment donné, c'était quelqu'un de très doux, hein, elle est toujours très très douce d'ailleurs, elle m'a dit, mais par contre, si à un moment donné, il y a une urgence, là, tu vas me voir changer. Là, par contre, si je te dis que en fait, on doit partir, qu'il faut absolument appeler une ambulance ou quoi que ce soit, on part. Il n'y a pas à discuter. Et elle mettait en place l'outil Brain, tout simplement. Est-ce que cette intervention est nécessaire ou pas? Si elle est nécessaire, c'est expliqué en amont durant la grossesse. Et ensuite, bah, il n'y a plus de questions. Moi, le jour J, j'étais prête à toutes les éventualités, à me dire, bah, je peux très bien le faire à la maison, comme je peux partir et accoucher dans l'ambulance, comme je peux le faire en maternité. Et de ce fait, il n'y avait aucun stress qui était généré parce que j'avais connaissance de tous les paramètres. Et j'étais prête, du coup, à suivre ma sage-femme et mon mari aussi, à suivre et à dire, très bien, très bien, s'il y a cette éventualité, on part, on ne discute pas, parce que c'est une professionnelle aussi qui sait intervenir en cas d'urgence et compagnie. Mais de manière physiologique, il se trouve que mon bébé, je l'ai fait toute seule. Et ma sage-femme est arrivée après. C'est comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas aussi de transmission de la part des femmes. Ça commence à revenir, mais la transmission aussi de la naissance physiologique, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps. J'en avais parlé avec toi, Alexia, lors de la masterclass, mais le fait de sentir aussi le bébé qui pousse à l'intérieur de soi, qui fait son chemin. C'est pas juste il fait son chemin et il descend tranquillement. Moi, j'ai réellement senti les pieds de mon bébé pousser dans le fond de mon ventre pour sortir. Et je me suis dit, la seule chose, c'est accompagne-le, tout simplement. Et je pense que ça serait passé
chez moi ou à la maternité, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je l'aurais laissé être accompagnée de cette manière-là. Et effectivement, je suis maman de 4 enfants, donc mes 4 accouchements ne se sont pas du tout passés pareil. Voilà, le premier en déclenchement, le deuxième en vocalisant et en faisant ce que j'appelle l'auto-analgésie sonore. Donc, du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais ce métier-là, principalement, et du coup, de comprendre comment est-ce qu'on peut réduire, faire disparaître la douleur grâce au son. Et en ayant une équipe médicale autour complètement paniquée parce que du coup, qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle est en train d'hurler, de vocaliser. Non, elle n'hurle pas. D'habitude, elle hurle, mais là, en fait, elle est en train de sortir sa voix, de faire des hauts et des A partout et compagnie. Donc moi, j'étais notée, dans mon dossier, hein, il y a noté attention, elle accouche vite. Donc effectivement, j'ai accouché vite. Le troisième, 16 heures de travail. Et puis la quatrième, à la maison. Et effectivement, ça n'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Par contre, ce qui a changé, c'est mon état émotionnel, mon état psychologique et mon état physique aussi, qui a été renforcé par l'accompagnement sain d'une personne en qui j'avais confiance et par le fait d'avoir une équipe de coparents, quoi, voilà, qu'on a créé avec mon mari pour se sentir soutenu, se sentir à l'aise. Je rappelle encore ce que dit Michel Audin, mais il faut avoir un environnement qui soit le plus sain possible, hein, parce que c'est nécessaire à la naissance, comme le disait Élodie aussi. Pas besoin d'être là, mais juste d'être bien préparé. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est indispensable quand on sait l'impact que ça peut avoir sur la suite, sur le postpartum et notamment sur les conséquences des 1000 premiers jours de vie du bébé, à la fois sur le bébé et sur la maman, sur le lien entre la maman, le coparent, le bébé, dans le couple, et également ce lien qui est primaire et qui est indispensable entre la mère et son enfant. Voilà, donc c'était ma petite part. Je crois que Annie, tu as envie de parler. Je peux juste, Oui, avant Annie, je peux, Ah, ça y est. ouais, vas-y, je te laisse terminer. je me permets juste pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, Lucille, en parlant de la formation des sages-femmes qui sont là pour les accouchements à domicile. Je pense qu'il est bon aussi de rappeler que les sages-femmes qui font les accouchements à domicile sont tout à fait capables de gérer une hémorragie de la délivrance. Ça, on ne le dit Oui, pas parce que oui, aujourd'hui, euh, l'argument numéro un pour dire que l'accouchement à domicile est dangereux, c'est qu'il y a beaucoup de risques d'hémorragie de la délivrance. Mais par contre, ils oublient de dire que les sages-femmes sont formées et elles ont tout le matériel nécessaire pour gérer une hémorragie et pour pouvoir partir après à la maternité. Et ouais. juste, je finis. Deuxième chose, c'est que aussi, alors je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, Lucie, mais moi, quand je me suis renseignée sur les accouchements à domicile, donc il y a une centaine de sages-femmes qui le font sur toute la France, ce qui est très très peu. Et un des critères essentiels, c'est d'être à moins de 30 minutes d'une maternité. Sans ça, les sages-femmes ne prennent, voilà, sont pas censées prendre le. Après, il y en a sûrement qui le font, mais ils disent que par précaution, il faut qu'il y ait une maternité à moins de 30 minutes de la maison. Mm. Effectivement, effectivement. Je te laisse la main, Annie. Alors, il y a une question qui m'est très souvent posée, mais moi, je ne suis pas une professionnelle dans du domaine, donc du coup, je la pose dans l'émission, étant donné que vous y connaissez mieux. Qu'est-ce qu'une doula et quelle est la différence entre une doula et une sage-femme? Parce qu'il y a énormément de femmes que je rencontre qui ne savent pas ce qu'est la différence, qui ne savent pas ce qu'est une doula. Donc, du coup, j'ai notamment une amie qui se rapproche de l'accouchement et qui est totalement perdue. Donc, est-ce qu'on pourrait réexpliquer ce qu'est une doula et quelle est la différence avec une sage-femme? Eh ben, Élodie, Ouais, Alexia, je me moi, je permets. parlerai après parce que du coup, en musicothérapie, on me demande souvent si je suis une doula musicale. Et donc, du coup, voilà, je pense que de comprendre la complémentarité de nos métiers, je pense que c'est indispensable. Donc, merci beaucoup Yes. pour cette question, Annie. Déjà, il faut savoir qu'une doula, elle ne peut pas être présente à un accouchement s'il n'y a pas de sage-femme ou de gynécologue. Ça, c'est la première chose à savoir.
parce que c'est pas son rôle en fait. C'est pas son rôle de gérer un accouchement. Son rôle, ça va vraiment être d'accompagner la maman et le couple et de les préparer émotionnellement parlant, déjà à l'accouchement qu'ils ont envisagé et surtout aux autres possibilités. Histoire que s'il y a moins de complications, par exemple, je prends le pire des cas, ils doivent partir en césarienne d'urgence. Ok, en fait, la maman, si elle est préparée, ok, on va en césarienne d'urgence. Alors, je dis pas qu'elle va bien, forcément super bien le vivre, mais elle aura pas ce stress supplémentaire, en fait, de dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je pars en césarienne, oh là là, c'est la panique, comment ça va se passer? Voilà. C'est vraiment, voilà, le préparer à toutes les possibilités et qu'ils arrivent, en fait, le jour où la naissance se fait, ben, ok, c'est bon, on est opérationnel, on sait ce qui va se passer, on sait les possibilités, on est prêt à tout. Alexia, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais déjà, je trouvais qu'Élodie avait bien répondu tout à l'heure quand elle parlait que les sages-femmes sont formées à la pathologie. Et vraiment, les doulas ou accompagnantes à la naissance, etc., ça va être vraiment, c'est plus sur la partie physiologique et émotionnelle, hein. Vraiment, sur tout cet aspect-là. Et vraiment, moi, quand j'ai des mamans qui viennent me voir, c'est déjà, moi, j'aime bien savoir ben, quelle est leur vision, tu vois, pour l'accouchement, quel est leur projet, et de les accompagner dans ce sens-là. Et que la partie médicale, du coup, voilà, moi je ne suis pas gynécologue, je n'ai pas été formée, je la gère pas du tout. Et moi, je gère en fait cette partie physiologie et émotionnelle, quoi, qui est justement ben, pas forcément pris en compte, ben, notamment dans les cours de préparation à l'accouchement où c'est très théorique, où c'est très, ben, ça va se passer comme ça. Alors qu'en fait, ben, il y a tout ce qui entoure, tout ce qui est les imprévus de l'accouchement, parce que comme disait Elodie, hein, l'accouchement, voilà, hein, on peut faire ce qu'on veut, on peut avoir fait 10 000 scénarios différents dans sa tête. Il y a des imprévus, des bons comme des mauvais, mais si tu es préparé à toute éventualité, ben, tu peux maîtriser les choses, quoi. Et c'est là où, des fois, voilà, par rapport aux sages-femmes, on a c'est différent, en fait. C'est deux métiers différents parce qu'on ne fait pas, on fait tout simplement pas la même chose, mais ça, surtout, ça se complète, quoi. Alors moi, je pense que c'est important de rappeler aussi, quand on parlait des naissances physiologiques et du fait que c'était un peu compliqué et mal vu pour les sages-femmes et qu'elles n'étaient peut-être pas forcément formées ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, les fausses idées qu'on peut avoir là-dessus. Il faut quand même rappeler que quand on passe la frontière, hein, et d'autres frontières européennes, il y a beaucoup plus de naissances à domicile qui sont faites et beaucoup moins de péridurales qui sont pratiquées. Et je pense que ça vient vraiment de l'état psychologique des femmes, de leur état émotionnel et du fait d'avoir mis en place des services qui sont totalement adaptés. Là, par exemple, on parle des doulas, mais par exemple, je ne sais plus, je crois que c'est en Finlande ou en Hollande qu'il y a les Kramzorg aussi, Pays-Bas. qui aux Pays-Bas, Ouais. merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, aux Pays-Bas aussi, il va y avoir les Kramzorg qui, elles, sont encore une autre branche, c'est-à-dire que du coup, elles sont aussi formées en puériculture et compagnie, et qui vont pouvoir accompagner les familles comme les doulas, qui font une espèce de jonction un peu entre les deux. Bon, c'est vrai que maintenant, on entend beaucoup plus parler des doulas en France, donc je pense que c'est important aussi de valoriser ce métier parce que je crois que c'était il y a un an ou deux, il y avait vraiment une chasse un petit peu aux doulas et les sages-femmes. Beaucoup de sages-femmes étaient intervenues pour pouvoir dire non, non, on a aussi besoin des doulas, notamment avec aussi ben, l'entretien préliminaire, grossesse et compagnie, que les sages-femmes doivent faire maintenant avec tout ce qui est 1000 premiers jours de vie. Enfin Mm. voilà, il y a cet entretien-là. Et c'est vrai que d'avoir un accompagnement émotionnel sur cette tâche-là, c'est pas mal. Et donc, pour parler moi aussi de mon métier, eh ben, moi, j'interviens sur le côté psychocorporel, donc psychologique, émotionnelle et corporelle, c'est-à-dire de préparer les femmes, de savoir si au niveau de leur psyché tout va bien, pourquoi est-ce qu'elles veulent un enfant, pourquoi elles ont désiré cet enfant, comment ça se passe dans leur couple, comment ça se passe dans leur environnement global et comment est-ce qu'on peut aider à faire en sorte qu'il y ait le moins de difficultés possibles et comprendre comment est-ce qu'on peut s'adapter à n'importe quelle aussi situation grâce à un soin de support qui est la musique, qui est un élément initial qui leur permet bah, à la fois de créer leur propre cocon, mais aussi de créer celui de leur enfant. Et moi, mon travail, c'est de pouvoir faire en sorte que le lien entre la mère et l'enfant perdure, quoi qu'il arrive. Et donc, de pouvoir être là en support aussi de tout ce qui est psychopathologie, donc dépression du postpartum, burn-out
épuisement et compagnie, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très important. Les chiffres sont vraiment très, très élevés en France aussi. Donc, moi, mon travail, il est aussi là-dedans. Donc, j'interviens aussi dans cette équipe-là pour pouvoir les aider et puis effectivement réduire la douleur aussi au niveau de l'accouchement parce que c'est un petit plus que c'est sympa aussi. Et donc, réduire la dose de péridurale aussi. Avec la musique, on peut réduire la dose de 30% en péridurale. Donc, c'est quand même aussi quelque chose qu'on peut prendre et qui permet de retrouver aussi de l'autre côté plus rapidement, puis de se sentir sereine. Et pour moi, c'est très important qu'elle se sente sereine et sécure quand on connaît les chiffres, enfin le chiffre malheureux, voilà, qui est la première cause de mortalité maternelle en France depuis, voilà, on l'a découvert tout récemment, qui est le suicide maternel. Et donc moi, tout mon travail, c'est d'essayer d'accompagner ces femmes pour qu'elles puissent s'en sortir et si elles sont déjà en dépression, de venir en support de manière complémentaire avec d'autres professions. Et j'interviens aussi avec les ostéos parce que le son peut agir vraiment sur la douleur à l'aide de la psychophonie. Donc vraiment tous les métiers médicaux, paramédicaux et autres peuvent vraiment venir et soutenir les femmes de manière globale, dans leur santé globale. Donc, je pense que c'est intéressant aussi, de les informer. Donc, merci Annie pour cette question. Je te relaisse la main parce que j'ai vu que tu avais levé la main. On lève la main dans l'émission maintenant. Merci à toi. Donc, moi, il y a un sujet vraiment qui me tient à cœur parce que je travaille avec les femmes qui ont envie d'avoir confiance en elles et d'avoir plus d'estime pour elles-mêmes. Et beaucoup, lors de leur accouchement, me disent, soit pour moi, il fallait absolument que je souffre parce que l'accouchement était synonyme de douleur. C'est ce qu'on leur apprend, on leur a appris tout au long de leur grossesse. Vous allez avoir mal, vous allez avoir mal, vous allez avoir mal. Et il y en a aussi qui se sentaient très mal parce elles se pensaient qu'elles n'avaient pas assez mal, en fait. Ça aussi, c'est un retour que j'ai très souvent. Comme je n'avais pas de grosses douleurs, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il y en a même une qui était persuadée que son bébé était mort parce qu'elle n'avait pas assez mal, en fait. Donc, c'est pour dire à quel point le fait que nous ne soyons pas à notre écoute pendant la grossesse et au moment de l'accouchement, ça a un impact parfois terrible sur tout simplement sur la psychologie. Parce que par la suite, ces femmes-là ont des rapports compliqués avec leur bébé. Elles ont peur de lui faire mal. Elles ont peur de ne pas avoir fait assez bien pendant la grossesse. Donc, ce n'est pas qu'à l'instant T qu'il y a un impact. Parfois, ça dure pendant très longtemps. Et les femmes dont je parle, elles ont une cinquantaine d'années maintenant. Leurs enfants sont adultes. Mais elles n'ont pas oublié. Oui. Et souvent, donc, elles Et sur le transmettent long cette terme, peur à leurs filles. Exactement. Ce que j'allais te dire, c'est que, en fait, si elles ont déjà eu peur de cette souffrance-là, c'est aussi parce que, j'arrête pas de parler de l'imaginaire collectif, mais c'est vrai, à travers les films, à travers la transmission aussi entre femmes, à travers les sketchs, à travers ce qu'on nous dit aussi de l'accouchement, il y a cet environnement anxiogène qui fait que du coup, on ne se sent pas apte, on se dit, mais on confond en fait douleur et souffrance. La souffrance, non, peut-être commencer par la douleur. La douleur, c'est je me cogne la main contre ma table et ça me fait mal, mon cerveau réagit, envoie les hormones nécessaires pour m'alerter et dire aïe, ok? Et a priori, ça passe. La souffrance, c'est quand du coup, cette douleur ne fait pas qu'être là pour alerter, mais elle continue, elle perdure, et c'est là un mécanisme psychologique qui se met en place d'être dans la souffrance, en fait, et que ce soit quelque chose qui soit lourd et qui vienne impacter non plus seulement notre corps, mais notre psyché sur le long terme. Et ce dont elles ont peur, c'est de souffrir, mais de souffrir 1000 morts en une seule fois pendant l'accouchement. Et ça, je pense que c'est très, très important de déconstruire toutes ces croyances. Je sais qu'Alexia le fait beaucoup, mais de déconstruire ces croyances au niveau de la douleur et de la souffrance, parce qu'on ne part pas pour un chemin là où on va se flageller. On part sur quelque chose qui est totalement naturel, que notre corps, a priori, sait faire. Et s'il n'y a pas de pathologie sous-jacente ou existante de ce côté-là, ça devrait
très très bien se passer. Et il y a d'autres sages-femmes qui en parlent. Il y a Ina Megazkin qui en parle euh, en doula ou accompagnante périnatale. Il y a Annie Nanard dont tu parlais dans Faut pas pousser. Il y a beaucoup de femmes qui en parlent de ça. Donc, souffrance et douleur, ce ne sont pas la même chose. Et puis, il y a des femmes qui ont peur de crier, Mhm. qui ne veulent pas crier. Alors moi, c'est vrai que je suis beaucoup dans l'expression émotionnelle aussi et qui du coup ne veulent pas vocaliser, hein. Ne pas crier, ne veulent pas vocaliser. Parce que crier, ça veut dire qu'elles sont moins fortes, qu'elles n'ont pas le droit. Parce que du coup, ça les ferait sentir moins fortes, qu'elles sont vraiment fragiles et donc elles n'ont pas le droit de crier. Or, ça fait partie aussi des réflexes de notre corps. Il faut aussi être alerte et vraiment revenir dans, je sais que c'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup, mais dans l'instinct aussi et dans l'instant, et se dire que c'est pas très, très grave de crier et d'être reconnecté à son corps, en fait, tout simplement. Élodie, je te laisse continuer. Oui, puis je voulais dire aussi que, enfin, faut pas oublier que la douleur, elle est propre à chacun. Enfin, on a différents seuils de tolérance à la douleur et, enfin, une douleur pour une femme n'est pas forcément la même douleur et elle va pas forcément le vivre pareil. Enfin, ça, on l'oublie aussi, quoi. Parce qu'il y a une dame qui était traumatisée par la douleur de l'accouchement. Bah, en fait, la manière dont elle va le raconter, elle va surtout faire peur aux autres femmes, qui peut-être que ce sont des femmes qui ont un seuil de tolérance à la douleur beaucoup plus élevé et qui le vivraient totalement différemment si elles n'avaient pas entendu ce genre de discours, quoi. Oui, puis il faut parler aussi de que cette histoire-là de l'accouchement, hein, c'est pas la fin. C'est-à-dire qu'on accouche et après, ça perdure. On est bien d'accord? Et c'est ce qui fait que tu te retrouves avec des femmes de 50 ans qui vont te reparler de leur accouchement, qui vont te reparler aussi, qui vont avoir un lien particulier avec leurs enfants. Des fois, ça développe beaucoup d'hypervigilance vis-à-vis des enfants et on a du mal un peu à rester dans sa ligne de maman qui peut aussi laisser son petit oisillon voler pour les ailes, avec des mamans qui ont 50 ans et des enfants qui ont 30 ans et qui sont bien installés, établis et compagnie, qui n'arrivent pas à les lâcher. Mais il faut comprendre aussi que c'est l'impact du vécu et des histoires générationnelles, de ce qui est donné aussi à écouter lorsqu'on est petite, du vécu qu'on a par rapport à la douleur. Est-ce qu'on a minimisé notre douleur? Est-ce qu'on a eu des traumatismes? Est-ce qu'on a souffert? Est-ce qu'on a vécu un deuil? Est-ce qu'on a vécu un deuil enfant aussi? Parce que du coup, on peut avoir peur, non pas de souffrir, de mourir aussi, que la souffrance amène à la mort. Et donc, du coup, on a peur de ça, la peur de l'abandon aussi peut générer une certaine tension et une certaine peur d'accoucher, dans le sens où on va se dire, ben là, en fait, je suis bien pendant 9 mois, je suis avec mon bébé, j'ai une présence avec moi que personne d'autre ne pourra connaître. Je suis la seule gardienne de ce secret-là, qui est gardienne de ce peut-être en construction. Et à un moment donné, bah, il faut se séparer. Et là, bah, il y a résurgence du deuil qu'on a vécu avant qui ressort à ce moment-là. Et donc, on a un petit peu ce côté de vide qui arrive et qui peut impacter bah, notamment le troisième ou quatrième jour hein, où on a le baby blues qui va arriver comme ça. Alors, c'est pas toutes les femmes, bien sûr, mais quand même une certaine, un certain chiffre, c'est autour de 80% des femmes Ouais. qui vivent un baby blues. Et ben, du coup, si on a déjà ce vécu-là sous-jacent, ça peut aussi impacter. Et donc, ça, c'est aussi survie. Au niveau psychologique, c'est aussi des femmes qu'on va un peu plus accompagner parce que le baby blues peut partir sur une éventuelle un vécu, voire une dépression. Et donc là, voilà, c'est très, très important de veiller à ça. C'est pour ça qu'il est important de faire un bilan, en tout cas, de vraiment faire un entretien préliminaire pour comprendre l'environnement, pas que présent, mais aussi passé de la personne pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et il faut avoir le temps de le faire et pas que ce soit une obligation de le faire, mais que ce soit, ça fait partie de l'accompagnement de femme et de n'importe quel être humain d'ailleurs. De toute façon, quand on veut connaître quelqu'un, il est placé pour pouvoir l'accompagner plus tard. De même, on accompagnera un enfant qui aura peut-être vécu une naissance difficile, un bébé, un prémat, bah, on va l'accompagner aussi en douceur pour pouvoir générer le moins de stress possible, faire perdurer le développement cognitif et compagnie, faciliter les soins. Parce qu'on parle du lien, on parle des mamans, des violences obstétricales, des violences gynécologiques, bien sûr, mais moi je continue de faire le lien avec le petit être aussi qui arrive
besoin aussi de ce soin-là. Et effectivement, si le lien avec la maman est coupé, ça va être plus compliqué. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle aussi une forme d'asythymie, donc d'un manque d'expression émotionnelle de la maman à un moment donné ou du papa, tout simplement, des parents, parce qu'il il y a eu des difficultés avant et qui font qu'avec l'enfant, ça va être difficile. Élodie? Non, j'ai oublié de laisser la main, désolée. Oh, bah ouais. Les gens lèvent la main, baissent la main, on ne sait plus ce qu'ils font. Bon, en tout cas, on a beaucoup parlé des violences obstétricales. Je pense que même avant de tomber enceinte, on peut être sujette à ce type de violence, notamment pour la pose d'un stylet ou lorsqu'on a des questions, lorsqu'on est jeune. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner nos filles aussi et les prévenir de ce type-là de violence? Je sais qu'on est quasiment toutes mamans ici, d'enfants qui ont entre 5 et plus. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner? Apprendre aussi cette posture de dire, bah, là, c'est oui, c'est non, j'ai besoin de répondre, j'ai besoin de re-questionner les choses. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel est l'intérêt pour moi? Voilà. Comment est-ce que vous, maman, vous pensez pouvoir accompagner votre enfant là-dedans ou comment est-ce que vous les avez déjà accompagnés? Je pense que ça peut servir aussi aux autres femmes qui nous écoutent. Bah, Annie, vas-y. Alors, tout d'abord, c'est déjà être consciente qu'en tant que maman, en tant que femme, on ne sait pas tout. Je pense que c'est la base. Parce que très souvent, on va se baser sur notre propre expérience qu'on va vouloir transmettre à nos filles, à nos nièces, etc. Donc, moi, je pense qu'il est important d'en parler avec nos filles, mais également de les encourager à se documenter avec notre accompagnement, bien sûr, parce qu'il y a tellement de fausses informations qui circulent, mais il faut les accompagner plus qu'être le conseil, à mon sens. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné, parce que quand on se base trop sur notre vécu, eh bien, elle va vouloir calquer les choses, alors que elle est différente de nous et qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Moi, en tant que maman, il y a énormément de choses que je ne sais pas sur certaines douleurs que peuvent... Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des grossesses qui n'étaient pas douloureuses ni rien de tout ça. Eh bien, je ne sais pas dans quel état sera ma fille. Je ne sais pas si elle, ce sera plus dur. Je ne sais rien du tout. C'est important vraiment de les orienter vers des professionnels, si on le peut, vers des textes qui peuvent les aider à se mettre plus en confiance, mais surtout les accompagner dans leur confiance en elles. Ça, c'est hyper Mm. important. Leur faire comprendre que, avant tout, c'est elles qui vont ressentir les choses et que personne ne va vivre leur grossesse à leur place. Moi, je pense que c'est la base déjà, leur dire cela et après, les accompagner dans leur découverte. Et puis, après, de toute façon, une fois qu'elles sont bien dans leur peau, qu'elles sont au courant, on ne peut que laisser la nature se faire. Merci. Élodie? Oui, je pense que déjà, si comment dire, pour venir agir sur les violences gynécologiques, je pense que, il y a une grosse partie du travail qui doit se faire en amont et qu'on arrête de banaliser en fait toutes les violences. Parce qu'au final, il y a beaucoup de femmes qui sont même pas au courant qu'elles ont vécu des violences gynécologiques. Tant qu'on leur dit pas, bah, ça c'est une violence gynécologique. Elles se rendent même pas compte parce que pour elles, enfin, la violence a tellement été banalisée parce que on est toutes, enfin, on a toutes vécu des violences dans notre enfance. Et du coup, je pense vraiment que toutes ces violences, si on arrive à les diminuer, voire dans un monde idéal, les supprimer du quotidien de nos enfants, bah du coup, le jour où ils vivent une violence, ils sauront que c'est de la violence, quoi. Oui. Savoir identifier les prémices de la violence aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une éducation déjà mise en place. Alors ça peut se mettre en place aussi à l'école, mais déjà le premier lieu où ça doit être en place et où on doit aussi avoir un environnement qui est sécurisant pour ses enfants, c'est déjà chez soi, hein, parce qu'on est déjà aussi maîtresse de notre maison, de notre maisonnée, avec le coparent s'il y a coparent. C'est pour ça que je mets toujours en plus le coparent, hein. C'est pas que j'oublie les papas ou les mamans, c'est simplement que des fois il n'y a pas. Et donc je veux pas, je ne veux fâcher personne, en fait, tout simplement. Et
je pense que c'est pour tout. Je parlais la dernière fois du slow parenting avec une autre patiente sur le fait de ralentir. On se dit souvent que les choses vont trop vite, que c'est pas possible, que la société, mais la société, c'est aussi nous. Et donc, c'est à nous de faire les premiers pas aussi, pour pouvoir ralentir, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir accompagner. J'aime beaucoup ce mot que tu as utilisé, Annie, sur le fait d'accompagner nos enfants. Parce que bah, déjà, ils ne nous appartiennent pas, que leur vie ne nous appartient pas. Et donc, effectivement, parce que va vivre ta fille, la mienne, les miennes, bah, en fait, je n'en sais rien et qu'il y a aussi une limite, on va dire, dans notre maternité, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour prendre leur place, prendre leur douleur, prendre leur vécu, mais simplement être là pour recevoir et être dans l'active, mais pouvoir aussi les prémunir en les orientant vers des lectures, vers des choses, si elles ont des questions. Et donc, ça veut dire mettre en place une communication saine avec son enfant, sans violence. On reprend des violences éducatives ordinaires, mais du coup, pouvoir communiquer sainement avec nos enfants, ça fait que lorsqu'ils auront envie de nous poser des questions, peut-être au niveau de la sexualité, au niveau du consentement, au niveau de toutes sortes de sujets en fait qui vont arriver après et ils en ont des tas. Et bien du coup, ils auront une maman qui sera à l'aise avec laquelle ils pourront communiquer aussi sainement et en espérant que ça perdure en fait jusqu'à la fin parce on est là de passage. Voilà, les uns et les autres. Non, personne. On a tout dit. Ma foi, c'est merveilleux. Et ben, on va clôturer du coup cette émission. Merci beaucoup à toutes celles qui ont participé ce soir. Pas forcément de visu parce que bah, il y avait soit les caméras coupées ou alors simplement qui étaient dans l'écoute. Mais merci beaucoup d'être venus pour cet enregistrement. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir bah, 2 fois par mois pour pouvoir discuter de ces différents sujets. Merci beaucoup, Alexia. Merci beaucoup, bah, Paulina. Merci beaucoup, Dao. Merci beaucoup, Elodie. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de co-animer cette émission avec vous. Je vous le répète et je le répéterai à chaque fois. Et bah, à la prochaine, en tout cas. N'hésitez pas à repartager, à vous abonner à la chaîne YouTube parce que oui, ça y est, on a une chaîne YouTube qui nous permet de mettre les émissions en replay. Et n'hésitez pas donc à interagir aussi en commentaire sur YouTube et, euh, et à faire en sorte que This is Our Maternity, ben, voilà, s'envole et s'égrène et puisse vraiment parler des différents sujets qui impactent et qui concernent nos propres vies de femmes et nos maternités. Merci beaucoup. Merci à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout, prenez soin de vous. Merci à toutes pour votre présence. Bonne soirée. Belle soirée les Bonne filles, à soirée. bientôt. À bientôt. À bientôt.